Lors des réunions de famille, ma tante n'arrêtait pas de dire à tout le monde que mon bébé n'était pas l'enfant de mon mari, en guise de blague hilarante. Elle a pâli quand je lui ai fait se souvenir de son drôle de crime. Quand notre fille Léa est née, elle avait les cheveux d'un rose éclatant. Ni moi ni mon mari, Thomas, n'avons les cheveux roux. Je suis blonde. Il est brun, mais ma grand-mère était rousse, et le grand-père de Thomas l'était aussi. Le pédiatre nous a dit, c'est tout à fait normal. Cela arrive constamment avec les gènes récessifs. Tout le monde l'a compris, sauf ma tante Brigitte. Lors de la première réunion de famille de Léa, alors qu'elle avait 3 semaines, Brigitte l'a regardée et a dit, « Eh bien, on sait ce qui s'est passé ici », en faisant un clin d'œil à tout le monde. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a ri et a répondu, « Les cheveux roux ne sortent pas de nulle part. Peut-être que tu as des explications à donner. » Le visage de Thomas s'est crispé, mais il est resté silencieux. Ma mère a dit à Brigitte d'arrêter d'être ridicule. Brigitte a répondu qu'elle ne faisait que plaisanter. Personne ne savait plus accepter une blague. Mais elle n'a pas arrêté. À chaque événement familial, Brigitte faisait des commentaires. À l'anniversaire de mon neveu, elle a demandé à Thomas s'il voulait un test de paternité pour Noël. À Pâques, elle a dit à ma cousine que Léa ressemblait trait pour trait au facteur. Lors du barbecue du 14 juillet, elle m'a demandé devant 15 membres de la famille si je voulais avouer quelque chose. À chaque fois, elle riait et disait qu'elle plaisantait. Mais Thomas a cessé de venir aux événements familiaux après la 3e fois. Il a dit qu'il ne pouvait plus supporter d'entendre ça. Ma belle-mère, Hélène, a entendu parler des blagues de Brigitte par ma cousine. Elle a commencé à poser des questions. Thomas était-il sûr? Avions-nous envisagé un test? Elle ne me disait jamais ces choses à moi, seulement à Thomas. Il m'a dit qu'elle s'inquiétait qu'il soit naïf. Son frère, Antoine, a commencé à faire des commentaires aussi. Subtil au début, puis plus direct, demandant à Thomas s'il avait remarqué que Léa n'avait pas son nez, soulignant qu'elle était grande pour son âge alors que Thomas et moi étions de taille moyenne. Thomas a commencé à regarder Léa différemment, pas avec suspicion exactement, mais avec des interrogations. Il fixait ses traits pendant qu'il la nourrissait, comparait ses photos de bébé aux siennes. Un soir, je l'ai surpris en train de consulter des sites de tests ADN sur son téléphone. Il a dit qu'il était juste curieux de connaître ses origines. Brigitte pensait être hilarante. Alors, pour le repas de la Toussaint, elle a apporté un kit de test ADN en cadeau. Elle l'a emballé dans du papier cadeau pour bébé avec une carte qui disait « Pour quand tu seras prêt pour la vérité ». Elle a annoncé à toute la table ce que c'était. Elle a dit « Chaque famille a besoin d'honnêteté ». Thomas est sorti, me laissant là avec notre bébé et 20 parents qui nous fixaient. Je l'ai suivi jusqu'à la voiture. Il pleurait. Il a dit qu'il se détestait de douter, mais que les blagues constantes l'atteignaient. Que peut-être nous devrions faire le test juste pour faire taire tout le monde. Je lui ai répondu que s'il avait besoin d'un test après 3 ans de vie commune et une grossesse planifiée, alors nous avions des problèmes plus graves que Brigitte. Nous sommes rentrés à la maison sans dîner. Brigitte m'a envoyé un texto ce soir-là, disant que Thomas était trop sensible et ne supportait pas un peu de taquinerie, que si je n'avais rien à cacher, je ne serais pas si sur la défensive. Je n'ai pas répondu, mais elle a continué. Elle a posté de vieilles photos sur Facebook d'acteurs ou avec des légendes comme le vrai papa de Léa. Elle m'a identifié dans des articles sur les gènes récessifs avec des émojis qui pleurent de rire et des commentaires comme « Bien sûr, Jean ». Elle a créé une conversation de groupe avec les femmes de la famille pour demander si quelqu'un d'autre trouvait ça suspect. Ma cousine m'a dit que Brigitte prenait de véritables paris sur le moment où Thomas me quitterait. Le point de rupture est arrivé à la fête du 1er anniversaire de Léa. Nous n'avions invité que la famille proche, en précisant que Brigitte n'était pas la bienvenue. Elle est venue quand même, avec un cadeau. Quand Léa l'a ouvert devant tout le monde, c'était un body sur lequel était inscrit « Papa » en attente de confirmation. La pièce est devenue silencieuse. Thomas s'est levé, a pris Léa et est allé dans notre chambre. J'ai entendu la porte se verrouiller. Brigitte riait, disant qu'il fallait se détendre, qu'elle l'avait acheté comme un cadeau gag, que tout le monde était trop coincé de nos jours. C'est là que j'ai explosé. Je lui ai dit qu'elle était une femme misérable qui détruisait les relations pour se divertir. Que ces 3 divorces prenaient tout leur sens maintenant. Que même ses propres enfants ne lui parlaient pas et que tout le monde savait pourquoi. Elle a dit que je faisais un drame pour une petite blague. J'ai répondu que sa blague détruisait mon mariage.
Elle a dit que si mon mariage était si fragile, il méritait d'être détruit. Ma mère a essayé d'intervenir, mais je n'avais pas fini. J'ai annoncé à tout le monde que Brigitte répandait des rumeurs depuis un an, qu'elle avait parié sur la fin de mon mariage, qu'elle avait rendu Thomas si paranoïaque qu'il regardait les tests ADN, que ce n'était pas de l'humour, c'était de la cruauté. Brigitte a essayé de partir, mais je l'ai suivie jusqu'à la porte. Je lui ai dit que si elle nous contactait à nouveau, faisait une autre blague, mentionnait la couleur des cheveux de ma fille, je raconterais à tout le monde l'argent qu'elle avait volé de la succession de grand-mère. Son visage est devenu blanc. La bouche de Brigitte s'est ouverte et fermée comme si elle cherchait ses mots, mais rien ne sortait. Le salon derrière moi était devenu complètement silencieux. Pas même le bruit de quelqu'un qui bougeait ou se raclait la gorge. Je pouvais sentir chaque membre de la famille nous fixer. Regardant ce moment se dérouler comme s'ils étaient figés sur place. La main de Brigitte agrippait le cadre de la porte et ses jointures blanchissaient contre le bois. Elle a essayé de forcer un rire. Ce même son aigu qu'elle faisait toujours après ses blagues, mais il est sorti tremblant et faux. Elle a agité la main vers moi comme si j'étais ridicule et a dit quelque chose sur le fait que je faisais tout un drame pour rien. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot et elle a fait un pas en arrière sur le perron. Je l'ai suivie et j'ai parlé assez fort pour que tout le monde à l'intérieur puisse m'entendre clairement à travers la porte ouverte. J'ai dit que nous pouvions discuter des 15 000 € manquants de grand-mère ici même, devant tout le monde, si c'est ce qu'elle voulait. J'ai demandé si elle aimerait expliquer comment la signature de grand-mère était apparue sur des chèques au cours des 6 derniers mois, alors qu'elle ne pouvait même plus tenir un stylo. Le visage de Brigitte est passé du blanc au rouge et elle a secoué la tête rapidement en reculant sur les marches du perron. Elle a dit que j'étais une menteuse et que j'inventais des choses pour lui faire du mal. J'ai fait un autre pas en avant et je lui ai dit que j'avais des copies de chaque chèque falsifié enfermé dans mon coffre-fort. Elle s'est retournée et a pratiquement couru jusqu'à sa voiture, cherchant ses clés et les faisant tomber 2 fois avant de réussir à ouvrir la portière. Ses pneus ont crissé lorsqu'elle a reculé de l'allée, et j'ai regardé ses feux arrière disparaître dans la rue avant de me retourner. Ma mère se tenait juste derrière moi quand je suis rentré. Elle m'a attrapé le bras et m'a tiré vers la cuisine pendant que tous les autres restaient là, faisant semblant de ne pas nous regarder. Le visage de maman était tendu, et sa voix est sortie en un murmure dur, me demandant de quoi je parlais avec l'argent de la succession. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et je lui ai raconté toute l'histoire. Il y a 2 ans, alors que j'aidais à vider la maison de grand-mère, j'ai trouvé un dossier de relevés bancaires dans son bureau. Les relevés montraient des chèques émis au cours des 6 derniers mois de sa vie, tous à l'ordre de Brigitte, pour un total de plus de 15 000 €. J'avais vu grand-mère essayer d'écrire son nom sur une carte d'anniversaire à cette époque, et elle n'y arrivait pas. Ses mains tremblaient trop, et les lettres sortaient en gribouillis. J'ai dit à maman que j'avais comparé les signatures sur les chèques à la vraie signature de grand-mère d'avant sa maladie, et qu'elle ne correspondait pas. La main de maman est allée à sa bouche, et elle m'a demandé pourquoi je n'avais jamais rien dit. J'ai expliqué que grand-mère venait de mourir, que tout le monde était triste et que se battre pour de l'argent me semblait mal alors que nous venions de l'enterrer. J'ai dit que j'avais gardé les copies au cas où, mais que j'espérais ne jamais en avoir besoin. Maman a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration avant de dire qu'elle me croyait, et qu'elle était désolée que j'aie porté ce secret seul. Quand nous sommes retournés dans le salon, les gens rassemblaient déjà leurs affaires et se dirigeaient vers la porte. Personne ne me regardait directement. Ils ont tous trouvé des raisons d'étudier leur téléphone, de s'occuper de leurs enfants ou de se souvenir de quelque chose qu'ils avaient oublié dans leur voiture. Toute la fête s'est vidée en moins de 20 minutes, les gens donnant des excuses maladroites à propos de matins précoces et de longs trajets. Chloé a été l'une des dernières à partir et elle m'a serré fort dans ses bras avant de sortir. Elle m'a murmuré à l'oreille qu'il était temps que quelqu'un tienne tête à Brigitte. Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt, qu'elle aurait dû me parler du pari des semaines auparavant au lieu d'attendre. Je l'ai serré dans mes bras à mon tour et lui ai dit que je comprenais et que je ne lui en voulais pas. Elle a serré ma main une dernière fois avant de se diriger vers sa voiture. La maison semblait étrange et silencieuse après le départ de tout le monde, avec des gâteaux à moitié mangés dans les assiettes et les décorations encore accrochées partout. J'ai marché dans le couloir jusqu'à notre chambre et j'ai frappé doucement à la porte. J'ai dit que tout le monde était parti et que nous n'étions plus que nous. Le verrou a cliqué et Thomas a ouvert la porte lentement, se déplaçant avec précaution comme s'il ne voulait pas réveiller le bébé. Léa dormait sur son épaule, sa petite main recroquevillée contre son cou et ses cheveux roux dressés dans toutes les directions. Les yeux de Thomas étaient rouges et gonflés et je pouvais voir des traces de larmes sur ses joues. Il n'a rien dit,
Il s'est juste reculé pour me laisser entrer avant de refermer la porte derrière nous. Nous nous sommes assis sur le lit l'un à côté de l'autre, sans nous toucher au début, juste à regarder Léa dormir entre nous sur la couverture. Sa poitrine montait et descendait avec de petites respirations, et elle faisait de petits bruits dans son sommeil. Thomas et moi sommes restés assis là pendant ce qui a semblé une éternité, aucun de nous ne sachant quoi dire ni par où commencer. Finalement, il a parlé d'une voix qui était à peine plus qu'un murmure. Il a dit qu'il était désolé d'avoir douté de moi, désolé d'avoir laissé le poison de Brigitte entrer dans sa tête, désolé de ne pas m'avoir mieux défendu auprès de sa famille. Je lui ai dit que j'étais désolé aussi. Désolé d'avoir laissé les choses durer si longtemps avant de me défendre. Désolé de ne pas avoir fait taire Brigitte la première fois qu'elle a fait une blague. Nous sommes restés en silence pendant quelques minutes de plus avant que Thomas ne tende la main et ne prenne la mienne. Ce soir-là, après avoir mis Léa dans son berceau et allumé sa veilleuse, Thomas s'est assis sur le bord de notre lit et m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit qu'il avait en fait pris rendez-vous pour un test ADN la semaine prochaine dans un laboratoire du centre-ville. Sa voix tremblait quand il parlait et il ne pouvait pas me regarder. Il a dit qu'il se sentait dégoûté de lui-même d'avoir même envisagé cela. Mais les commentaires constants de Brigitte s'étaient tellement immiscés dans sa tête qu'il ne pouvait pas empêcher les doutes de s'installer. Il a dit qu'il restait éveillé la nuit à regarder les cheveux roux de Léa et à se demander, se détestant de se poser la question, mais incapable de s'arrêter. Il m'a dit qu'il avait prévu d'y aller seul sans me le dire, juste pour faire le test et se prouver à lui-même qu'il devenait fou. Je me suis assise à côté de lui et j'ai posé ma main sur son dos. Je lui ai dit que je comprenais pourquoi il se sentait comme ça et que je n'étais pas en colère contre lui. J'ai dit, si faire le test lui apporte la paix et tue les doutes que Brigitte a plantés, alors nous devrions le faire ensemble. Le visage de Thomas s'est décomposé et il a commencé à pleurer. Vraiment pleurer d'une manière que je ne l'avais jamais vu faire. Il a mis sa tête dans ses mains et tout son corps tremblait. Il a dit qu'il ne voulait pas être le genre de mari qui a besoin de preuves. Ne voulait pas être le genre de père qui regarde sa fille et se demande si elle est vraiment la sienne. Il a dit qu'il aimait Léa plus que tout au monde. Et il détestait que Brigitte lui ait fait douter de quelque chose qu'il savait être vrai dans son cœur. Je l'ai tenu dans mes bras pendant qu'il pleurait et je lui ai dit que tout allait bien, que nous allions traverser ça ensemble. Nous avons parlé pendant une autre heure de ce qu'il fallait faire et avons finalement décidé ensemble que nous ferions le test ADN. Pas parce que l'un de nous doutait réellement des résultats, mais parce que nous avions besoin de tuer le poison que Brigitte avait planté une fois pour toutes. Nous avions besoin de quelque chose de concret que Thomas pourrait regarder quand les doutes s'insinueraient la nuit. Quelque chose qui mettrait fin à tout commentaire futur de quiconque. Thomas a pris son ordinateur portable et a commandé un kit de test à domicile sur le champ, payant un supplément pour un traitement express afin que nous obtenions les résultats en 3 à 5 jours au lieu de 2 semaines. Nous nous sentions tous les deux mal d'avoir à le faire, mais aussi soulagés d'avoir enfin une preuve à présenter. Mon téléphone a sonné tôt le lendemain matin alors que je préparais le café. Le nom de maman est apparu sur l'écran, et j'ai failli ne pas répondre, mais je me suis dit que je devais en finir. Elle a commencé à parler avant même que je dise bonjour, sa voix tendue et en colère. Elle a dit que Brigitte faisait exploser son téléphone depuis la nuit dernière, affirmant que j'essayais de détruire sa réputation avec des mensonges. Brigitte disait à toute la famille que j'avais inventé toute l'histoire du vol de la succession pour me venger de ses blagues. La voix de maman est devenue basse et sérieuse quand elle m'a demandé sans détour si le vol était réel ou si j'avais juste dit ça pour blesser Brigitte. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai dit oui, c'était tout à fait réel et j'avais des copies de tous les chèques falsifiés dans mon coffre-fort à la banque. J'ai dit que je pouvais les lui montrer quand elle voudrait voir la preuve. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné et le nom de papa est apparu. J'ai décroché et il n'a même pas dit bonjour, il a juste demandé pourquoi je ne lui avais jamais parlé du vol. Sa voix semblait tendue et en colère d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai pris une inspiration et j'ai expliqué que grand-mère venait de mourir quand j'ai trouvé ces chèques falsifiés. Tout le monde était en deuil et s'effondrait. Je ne voulais pas déchirer toute la famille pour de l'argent alors que nous venions de la perdre. Les funérailles avaient été assez difficiles sans ajouter d'accusations et de rapports de police. Papa est resté silencieux pendant 1 minute et je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Puis il a dit qu'il comprenait que j'essayais de protéger tout le monde, mais que Brigitte avait utilisé mon silence comme un bouclier pour blesser ma famille pendant toute une année. Il m'a dit qu'il allait s'occuper de Brigitte lui-même maintenant et que je devais juste me concentrer sur la réparation des choses avec Thomas. Il a dit de ne plus m'inquiéter du drame familial parce qu'il s'en occuperait.
Nous avons raccroché et je suis restée assise à regarder mon téléphone, me sentant bizarre à propos de tout ça. Une partie de moi se sentait soulagée que papa me croie et intervienne. Une autre partie se sentait coupable d'avoir gardé le silence sur le vol si longtemps. Cet après-midi-là, mon téléphone a de nouveau sonné, et cette fois c'était Hélène, la mère de Thomas. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu son nom car je pensais qu'elle appelait pour me crier dessus ou défendre Brigitte d'une manière ou d'une autre. Mais quand j'ai répondu, sa voix semblait faible et tremblante. Elle a dit qu'elle devait s'excuser d'avoir questionné Thomas sur la paternité. Elle m'a dit qu'elle réalisait maintenant qu'elle avait laissé les ragots de Brigitte lui monter à la tête et changer sa façon de voir les choses. Elle a dit qu'elle avait honte d'avoir douté de son propre fils et de lui avoir fait sentir qu'il avait besoin de prouver quelque chose. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée. Je lui ai dit que ce n'était pas grave et que je comprenais comment les commentaires constants de Brigitte pouvaient perturber les gens. Nous avons parlé quelques minutes de plus et elle a demandé si elle pouvait venir voir Léa bientôt. J'ai dit oui parce que je sentais qu'elle était vraiment sincère dans ses excuses. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Antoine environ 20 minutes après que j'ai raccroché avec Hélène. Le texto était long et disait qu'il voulait s'excuser pour ses commentaires sur les traits de Léa. Il a admis qu'il ne faisait que répéter des choses qu'il avait entendues d'autres membres de la famille lors des rassemblements. Il a écrit qu'il n'avait jamais vraiment cru à tout ça et qu'il se sentait très mal d'y avoir participé. Il a dit qu'il aurait dû nous défendre au lieu d'aggraver le malaise de Thomas. J'ai répondu par texto que j'appréciais qu'il le dise et qu'il fallait du courage pour admettre qu'il avait tort. 2 jours plus tard, nous avons fait le test ADN. Thomas a ouvert le kit à la table de la cuisine pendant que Léa jouait avec des cubes sur le sol. Les instructions disaient de frotter l'intérieur de la joue pendant 30 secondes. Thomas l'a fait en premier, frottant le long coton-tige contre l'intérieur de sa bouche en regardant le minuteur de son téléphone. Puis j'ai tenu Léa immobile pendant qu'il faisait le sien, ce qui était plus difficile car elle essayait sans cesse d'attraper le coton-tige et de le mordre. Nous avons cependant obtenu assez de cellules et avons scellé les 2 écouvillons dans leurs tubes séparés. Le kit était accompagné d'une enveloppe d'expédition prépayée, et nous sommes allés directement à la poste pour l'envoyer en express. La dame derrière le comptoir l'a scanné et a dit qu'il arriverait demain. Le délai d'attente était de 3 à 5 jours ouvrables après réception. En retournant à la voiture, Thomas a attrapé ma main et l'a serré fort. Aucun de nous n'a rien dit, mais je savais que nous pensions tous les deux la même chose. Chaque heure allait être une torture, même si nous savions tous les deux ce que les résultats diraient. 3 jours après le début de l'attente, j'ai reçu une notification par email sur mon téléphone. Le nom de Brigitte est apparu dans ma boîte de réception et mes mains ont commencé à trembler avant même que je l'ouvre. L'email était long, peut-être 10 paragraphes, et elle me qualifiait de vengeresse et de cruelle dès la première phrase. Elle prétendait que la situation de la succession n'était qu'un malentendu et que je l'utilisais pour manipuler toute la famille contre elle. Elle a écrit que j'avais toujours été jalouse de sa relation proche avec grand-mère et que c'est pour ça que j'inventais des mensonges maintenant. Elle a dit que j'étais une personne horrible de détruire les liens familiaux pour une blague qui se voulait drôle. L'email continuait encore et encore sur le fait que j'étais trop sensible et que je ne supportais pas la taquinerie. Elle m'accusait de monter tout le monde contre elle parce que je voulais de l'attention et de la sympathie. À la fin, elle disait que je regretterais d'avoir utilisé des mensonges pour lui faire du mal. Je l'ai lu 2 fois et j'ai senti mon visage s'échauffer de colère. Je n'ai pas répondu à Brigitte. Au lieu de ça, j'ai simplement cliqué sur le bouton transférer et j'ai envoyé tout l'email à papa sans ajouter de commentaires. Il a répondu en moins de 5 minutes. Son message disait qu'il avait déjà contacté l'avocat de la succession ce matin-là et qu'ils engageaient des poursuites judiciaires contre Brigitte. Il a écrit que Brigitte n'était plus la bienvenue à aucune réunion de famille qu'il organiserait et qu'il l'avait clairement fait savoir à tout le monde. Il m'a dit de bloquer son numéro et son email pour qu'elle ne puisse plus me contacter. J'ai fait exactement ça. Le lendemain, Chloé a appelé alors que je pliais le linge. Elle m'a demandé comment je tenais le coup après tout ce qui s'était passé à la fête. Je lui ai dit que j'allais bien, que j'attendais juste les résultats ADN et que j'essayais de ne pas penser à Brigitte. Chloé est restée silencieuse une seconde puis a dit qu'elle devait me dire quelque chose. Elle a révélé que Brigitte avait en fait convaincu 5 autres membres de la famille de mettre de l'argent dans le pari sur la fin de mon mariage. Elle a listé leurs noms et je me suis senti mal en entendant certains d'entre eux car c'étaient des gens que je pensais m'apprécier. Chloé a dit qu'elle avait refusé de participer quand Brigitte lui avait demandé de se joindre. Elle m'a dit qu'elle s'était même disputée avec Brigitte sur à quel point c'était mal, mais qu'elle ne me l'avait pas dit avant parce qu'elle pensait que j'avais déjà assez de stress.
Je l'ai remercié de me le dire maintenant et de ne pas avoir participé. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur le canapé pendant un moment, juste à digérer le fait que 6 personnes de ma famille avaient parié sur l'échec de mon mariage. Le 4e jour d'attente est arrivé et je donnais le petit déjeuner à Léa dans sa chaise haute quand Thomas est entré dans la cuisine tenant une enveloppe. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. Il a dit que les résultats étaient arrivés par la poste. J'ai posé la cuillère de Léa et je l'ai regardé ouvrir l'enveloppe lentement, comme s'il avait peur de ce qui pourrait être à l'intérieur, même si nous le savions. Il a sorti le papier et l'a fixé pendant ce qui a semblé une minute entière sans bouger. Puis il l'a retourné pour me le montrer. Le papier avait un en-tête officiel en haut et un tas de jargon technique que je ne comprenais pas, mais juste au milieu en lettres grasses, il était écrit « 99,9% de probabilité de paternité ». Les yeux de Thomas se sont remplis de larmes et les miens aussi. Nous sommes restés là dans la cuisine à pleurer pendant que Léa tapait sa cuillère en plastique sur son plateau et nous babillait. Thomas est venu et m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Aucun de nous n'a rien dit pendant un long moment. Cet après-midi-là, Thomas a disparu dans le garage pendant environ 1 heure. Quand il est revenu, il tenait un simple cadre noir qu'il avait acheté au magasin. Il y avait mis les résultats du test ADN. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il a dit qu'il voulait l'accrocher dans la chambre de Léa. J'ai trouvé ça un peu bizarre au début, genre qui encadre un test de paternité. Mais il a expliqué qu'il voulait un rappel de la façon dont il avait failli laisser le poison de quelqu'un d'autre détruire sa famille. Il a dit qu'à chaque fois qu'il entrerait dans sa chambre et verrait ce cadre, il se souviendrait de ce que nous avions survécu ensemble et comment nous n'avions pas laissé Brigitte gagner. Nous l'avons accroché au mur à côté de la toise, et Thomas est resté là à le regarder pendant un long moment. J'ai mis mon bras autour de sa taille et me suis appuyé contre lui. Le cadre semblait étrange, accroché là avec toutes les jolies décorations de bébé autour, mais je comprenais pourquoi il en avait besoin là. 2 jours plus tard, ma mère a appelé alors que je faisais la vaisselle et a demandé si nous viendrions dîner le dimanche chez eux. Elle a dit qu'elle avait besoin de nous voir et a promis que Brigitte ne serait pas là. Sa voix semblait fatiguée et triste quand elle m'a dit qu'elle avait le cœur brisé par tout ce qui s'était passé, mais qu'elle me croyait à propos du vol de la succession. Elle a dit que j'avais bien fait, en utilisant finalement cette information pour protéger ma famille. Je lui ai dit que nous viendrions, et elle a semblé soulagée. Ce dimanche-là, nous sommes allés en voiture chez mes parents avec Léa dans son siège auto, babillant tout le long du trajet. Thomas semblait nerveux et n'arrêtait pas d'ajuster sa prise sur le volant. Quand nous sommes entrés, une douzaine de parents étaient déjà là, assis autour de la table de la salle à manger. Mon père s'est levé dès qu'il nous a vus et m'a serré fort dans ses bras. Puis il a demandé à tout le monde de s'asseoir car il avait quelque chose d'important à dire. La pièce est devenue silencieuse et les gens ont arrêté de se passer les plats. Papa s'est raclé la gorge et a annoncé qu'il avait déposé une plainte officielle à la police concernant les chèques falsifiés que Brigitte avait émis sur les comptes de grand-mère. Plusieurs cousins ont halté et ma tante Isabelle a mis la main sur sa bouche, mais mon oncle a hoché la tête comme s'il s'y attendait et Chloé a tendu la main pour serrer la mienne sous la table. Papa a dit qu'il avait des copies de tout et que la police prenait l'affaire au sérieux. Ma mère a commencé à pleurer doucement et Thomas a mis son bras autour de mes épaules. L'après-midi suivant, je pliais le linge dans le salon quand mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu et j'ai entendu une femme pleurer si fort qu'elle pouvait à peine parler. Elle a dit son nom et j'ai réalisé que c'était la fille de Brigitte qui m'appelait. Elle m'a supplié d'abandonner les poursuites pour vol et a dit que sa mère avait fait une erreur mais ne méritait pas d'aller en prison. Je me suis assise sur le canapé car mes jambes tremblaient. Je lui ai dit aussi gentiment que possible que ce n'était pas moi qui portais plainte. C'était mon père et l'affaire n'était plus entre mes mains. Elle a continué à pleurer et a dit que sa mère avait des problèmes, mais que c'était quand même sa mère. J'ai dit que je comprenais cela, mais que Brigitte avait eu toute une année pour arrêter d'attaquer ma famille et qu'elle avait choisi de continuer. La fille de Brigitte a dit que j'étais cruel et m'a raccroché au nez. Je suis restée assise là, tenant le téléphone pendant un moment, me sentant mal à l'aise, même si je savais que je n'avais rien fait de mal. Ce soir-là, après que Léa soit allée au lit, Thomas et moi étions assis sur le canapé à regarder la télé quand il a soudainement coupé le son. Il s'est tourné vers moi et a dit qu'il pensait que nous devrions commencer à voir un conseiller conjugal. Mon cœur s'est serré car je craignais qu'il n'allait dire qu'il voulait divorcer. Mais il a expliqué que le test ADN prouvait la biologie et la génétique, mais qu'il ne réparait pas automatiquement le fait qu'il avait douté de moi pendant des mois. Il a dit que ces doutes avaient causé des dommages et que nous avions besoin d'aide pour les surmonter.
Je me suis senti soulagé et effrayé en même temps. Je lui ai dit que je pensais que c'était une bonne idée et il a serré ma main. Il avait déjà cherché quelques conseillers spécialisés dans les problèmes familiaux et les problèmes de confiance. Nous avons pris rendez-vous pour la semaine suivante. La première séance de conseil a été gênante dès que nous nous sommes assis sur le canapé de la thérapeute. La conseillère était une femme d'une 50aine d'années qui nous a demandé d'expliquer pourquoi nous étions là. Thomas a commencé à parler et a admis qu'il avait honte de ses doutes sur la paternité de Léa. Sa voix s'est brisée quand il a dit qu'il se détestait d'avoir laissé le poison de Brigitte entrer dans sa tête. Puis c'était mon tour et j'ai dit que je lui en voulais de ne pas m'avoir défendu plus fermement auprès de sa famille. J'ai dit à la conseillère que je me sentais seul face aux attaques de Brigitte pendant que Thomas restait silencieux ou évitait les événements familiaux. La conseillère nous a écoutés tous les deux et a dit que c'était des sentiments tout à fait normaux après ce que nous avions traversé. Elle a expliqué que les dommages à la confiance prennent du temps à guérir et que nous ne devions pas nous attendre à ce que tout soit réparé immédiatement juste parce que nous avions une preuve. Elle nous a donné des exercices à faire à la maison pour communiquer nos sentiments sans nous blâmer mutuellement. Quand nous sommes partis, je me sentais épuisé mais aussi un peu pleine d'espoir. 2 semaines après le désastre de la fête d'anniversaire, Thomas a reçu un texto du mari de Brigitte demandant si nous pouvions tous nous asseoir et avoir une conversation. Thomas m'a montré le message et m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit absolument pas, mais c'était aussi sa décision. Thomas a répondu par texto que Brigitte n'était pas une personne sûre pour notre famille en ce moment et que nous avions besoin d'espace. Ses mains tremblaient pendant qu'il tapait. Le mari de Brigitte a renvoyé un long message disant que Brigitte avait des difficultés et se sentait très mal à propos de tout. Thomas a éteint son téléphone sans répondre. Il m'a dit qu'il en avait fini de trouver des excuses pour les gens qui nous faisaient du mal. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit que j'étais fier de lui d'avoir posé cette limite. 3 jours plus tard, mon père m'a appelé au milieu de l'après-midi, l'air en colère. L'avocat de la succession l'avait contacté avec de nouvelles découvertes sur le vol de Brigitte. Elle avait en fait pris près de 22 000 € sur 6 mois, et non les 15 000 que j'avais initialement trouvés. L'avocat a montré à mon père des relevés bancaires prouvant que Brigitte avait systématiquement vidé les comptes de grand-mère tout en prétendant l'aider avec ses factures. Elle avait falsifié la signature de grand-mère sur des chèques et effectué des virements électroniques sur son propre compte. Mon père a dit qu'il se sentait mal de savoir que sa propre sœur avait volé leur mère mourante. Il m'a dit que la police traitait maintenant cela comme une affaire de crime grave en raison du montant. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste écouté pendant qu'il exprimait sa colère et sa tristesse. Au cours des jours suivants, plusieurs parents qui avaient participé au pari de Brigitte ont commencé à m'envoyer des textos d'excuses maladroits. Une cousine a dit qu'elle pensait que c'était juste une blague inoffensive et ne réalisait pas à quel point cela causait de dommages. Une autre tante a texté qu'elle se sentait très mal et voulait arranger les choses. J'ai lu chaque message mais n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. J'étais encore trop en colère qu'ils aient participé à quelque chose de si cruel, même s'ils prétendaient penser que c'était inoffensif. Ils avaient parié de l'argent réel sur l'effondrement de mon mariage. Chloé a appelé pour me dire qu'elle avait entendu dire que 2 d'entre eux essayaient de pousser les autres à me faire pression pour que j'accepte leurs excuses. Je lui ai dit que je leur pardonnerais quand je serais prête et pas avant. Elle a dit que c'était tout à fait juste et qu'elle ferait obstruction si quelqu'un m'ennuyait à ce sujet. Lors de notre 4e séance de conseil, Thomas et moi avions fait quelques progrès, mais nous avons buté sur un point lors d'une discussion. La conseillère a demandé à Thomas ce qui l'empêchait de faire à nouveau pleinement confiance. Il est resté silencieux pendant un long moment puis a finalement admis qu'il avait du mal à se sentir comme un imbécile. Il a dit que tout le monde devait penser qu'il était stupide de ne pas avoir vu clair dans les mensonges de Brigitte plus tôt. La conseillère s'est penchée en avant et lui a dit qu'être manipulé par une campagne de mensonges soutenus ne le rendait pas stupide. Elle a expliqué que Brigitte avait délibérément et systématiquement travaillé à détruire sa confiance pendant plus d'1 an. Elle a dit que tomber dans le piège de la manipulation le rendait humain, pas idiot, surtout quand cela venait de la famille en qui il était censé avoir confiance. Thomas a commencé à pleurer et j'ai tendu la main pour lui tenir la sienne. Cette séance a semblé être une véritable percée car il portait cette honte en silence. À la fin de cette même séance, la conseillère s'est tournée vers moi et m'a demandé s'il y avait quelque chose dont je me sentais coupable. J'ai hésité car je ne voulais pas l'admettre à voix haute. Mais finalement, j'ai avoué qu'une partie de moi avait apprécié de menacer Brigitte avec les informations sur la succession. J'ai dit que je me sentais coupable d'avoir utilisé ce qui ressemblait à des tactiques de chantage, même si elle méritait des conséquences pour ce qu'elle avait fait.
La conseillère a hoché la tête et a dit qu'il était tout à fait normal d'avoir des sentiments compliqués à l'idée de se défendre. Elle m'a dit qu'utiliser des informations pour protéger ma famille d'un préjudice continu n'était pas la même chose que du chantage pour un gain personnel. Elle a dit que je pouvais reconnaître que tenir tête à Brigitte m'avait fait du bien tout en reconnaissant que ce n'était pas mon moment le plus glorieux. Cela m'a aidé à me sentir moins en conflit avec toute cette confrontation. La semaine suivante, ma mère est arrivée un mardi matin avec des sacs de courses et un air déterminé sur le visage. Elle a dit qu'elle viendrait tous les mardis désormais pour passer du temps avec Léa et aider à la maison. J'ai commencé à protester, mais elle a levé la main et m'a dit qu'elle avait besoin de le faire. Elle a déballé les courses pendant que Léa jouait avec des cubes sur le sol de la cuisine. Maman a pris Léa et s'est assise sur le canapé avec elle, la regardant simplement empiler les cubes et les faire tomber. Après environ 20 minutes, maman m'a regardé et a dit qu'elle avait beaucoup pensé aux commentaires de Brigitte depuis le début. Elle a admis qu'elle m'avait dit d'ignorer Brigitte lors de cette première réunion de famille quand Léa n'avait que 3 semaines. Maman a dit qu'elle aurait aimé faire taire Brigitte plus fermement dès le début au lieu de traiter cela comme une bêtise familiale inoffensive. Elle m'a dit qu'elle avait passé des années à essayer de maintenir la paix dans la famille en minimisant les problèmes, et qu'elle en avait fini avec cette approche. Je me suis assise à côté d'elle et lui ai dit que je comprenais pourquoi elle avait réagi de cette façon. Maman a secoué la tête et a dit, « Comprendre ne rend pas la chose juste, et elle aurait dû mieux nous protéger, Thomas et moi. » Elle est revenue le mardi suivant et tous les mardis après. Parfois, elle apportait le déjeuner, parfois elle jouait simplement avec Léa pendant que je rattrapais le linge ou prenais une douche sans me presser. C'est devenu cette chose stable sur laquelle je pouvais compter. 2 semaines après que maman ait commencé ses visites du mardi, Hélène a appelé Thomas et a demandé si nous viendrions dîner chez eux le samedi. Thomas a demandé si c'était à propos de Brigitte et Hélène a dit oui. Toute sa famille voulait nous parler. J'ai vu Thomas se crisper sur le canapé pendant qu'il écoutait sa mère au téléphone. Il lui a dit que nous y réfléchirions et que nous la rappellerions. Après avoir raccroché, nous sommes restés assis un moment sans rien dire. Finalement, Thomas a dit qu'il pensait que nous devrions y aller parce que sa famille nous devait de véritables excuses et cela semblait être une tentative de leur part. J'étais d'accord mais je lui ai dit que nous partirions à la seconde où quelqu'un trouverait des excuses à leur comportement. Le samedi est arrivé et nous sommes allés en voiture chez Hélène avec Léa dans son siège auto. Le frère de Thomas, Antoine, a ouvert la porte et a immédiatement dit qu'il était content que nous soyons venus. Toute la famille était là dans la salle à manger. Hélène avait préparé un grand repas avec les plats préférés de Thomas. Nous nous sommes tous assis et c'était incroyablement gênant au début, tout le monde se passant les plats en silence. Puis Hélène a posé sa fourchette et nous a regardés droit dans les yeux. Elle a dit qu'elle devait dire quelque chose de formel et d'important. Elle nous a dit que la famille de Thomas n'avait pas réussi à faire confiance à son jugement et à soutenir son mariage quand il en avait le plus besoin. Hélène a dit qu'ils avaient laissé les rumeurs de Brigitte les influencer au lieu de croire en la personnalité et l'intégrité de Thomas. Elle s'est excusée de l'avoir questionné sur la paternité et de lui avoir fait sentir que sa propre mère doutait de lui. Antoine est intervenu et s'est excusé pour ses commentaires sur les traits de Léa et pour avoir répété des ragots au lieu de soutenir son frère. Le père de Thomas, qui était resté silencieux tout ce temps, a dit qu'il avait honte de ne pas être intervenu pour empêcher la famille de s'acharner. Le dîner a duré 3 heures et c'était inconfortable tout le temps, mais je sentais que tout le monde était sincère dans ce qu'il disait. Sur le chemin du retour, Thomas a dit que cela lui avait semblé nécessaire, même si c'était douloureux à supporter. La semaine suivante, mon père a appelé et m'a demandé de le rencontrer pour un café. J'ai laissé Léa avec Thomas et j'ai retrouvé papa au café près de chez nous. Il avait l'air fatigué quand je suis entré. Nous avons pris nos boissons et nous nous sommes assis dans une banquette d'angle. Papa m'a dit que Brigitte avait été formellement accusée de vol qualifié et de faux en écriture liés à la fraude de la succession. Il a dit que le procureur avait examiné tous les relevés bancaires et les signatures falsifiées et avait décidé que c'était une affaire sérieuse qui valait la peine d'être poursuivie. Je lui ai demandé s'il était d'accord pour que Brigitte fasse face à des accusations criminelles. Papa est resté silencieux pendant 1 minute puis a dit qu'il avait en fait poussé pour que les accusations soient déposées. Il m'a dit que Brigitte devait faire face à de vraies conséquences, pas seulement à la désapprobation de la famille et à la colère des gens. Papa a dit que sans conséquences légales, Brigitte attendrait simplement que tout se tasse pour ensuite reprendre son ancien comportement. Je lui ai dit que je me sentais partagé sur toute la voie légale, même si je savais que Brigitte méritait une punition. Il a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Papa a dit qu'il comprenait mon conflit, mais que c'était plus grand que ce que Brigitte avait fait à mon mariage.
Il a expliqué qu'elle avait volé leur mère mourante et avait trahi la confiance de la famille de la pire manière possible. Les accusations étaient déposées et Brigitte devrait en répondre devant un tribunal. J'ai demandé s'il pensait qu'elle irait en prison. Papa a dit qu'il ne savait pas, mais il espérait qu'elle obtiendrait au moins une probation et devrait payer une restitution. Nos séances de conseil se sont poursuivies chaque semaine, et lentement les choses ont commencé à changer entre Thomas et moi. La conseillère nous a donné des devoirs pour reconstruire l'intimité par de petites actions quotidiennes au lieu d'essayer de tout réparer d'un coup. Thomas a pris la tâche au sérieux. Il a commencé à me laisser des mots dans des endroits aléatoires de la maison. Je les trouvais dans la poche de mon manteau, coincés dans le miroir de la salle de bain ou collés sur la machine à café. Les mots disaient des choses comme pourquoi il m'aimait ou ce qu'il appréciait chez moi ce jour-là. Un mot disait qu'il aimait ma patience avec Léa même quand j'étais épuisé. Un autre disait qu'il était reconnaissant que je me sois battu pour notre famille quand il était trop abattu pour se battre lui-même. J'ai fait un effort pour être plus ouverte sur mes sentiments au lieu d'essayer de tout gérer seul comme je le faisais habituellement. Quand je me sentais dépassé, je le lui disais au lieu de simplement continuer. Quand j'avais peur de la situation avec Brigitte, je lui en parlais au lieu de le garder pour moi. La conseillère a dit que ces petits changements construisaient de nouveaux schémas de confiance et de communication. C'était étrange au début car nous nous étions tellement habitués à simplement survivre et gérer les crises, mais après quelques semaines, cela a commencé à sembler plus naturel. Thomas me demandait comment j'allais vraiment, et je lui disais réellement la vérité. Je lui demandais ce dont il avait besoin de ma part, et il était honnête à ce sujet. Nous apprenions à être à nouveau une équipe au lieu de deux personnes essayant juste de passer chaque journée. 3 mois après la confrontation de la fête d'anniversaire, mon père a appelé avec des nouvelles sur l'affaire de Brigitte. Elle avait accepté une négociation de peine et avait plaidé coupable à des accusations réduites. Au lieu de vol qualifié, ils avaient réduit l'accusation en échange de son plaidoyer de culpabilité. Brigitte a écopé de 2 ans de probation, a dû rembourser intégralement les 22 000 € qu'elle avait volés et a dû effectuer 200 heures de travaux d'intérêt général. Papa a dit que le casier judiciaire était ce qui comptait vraiment car il créait des conséquences officielles pour ses actes. J'ai demandé s'il avait parlé à Brigitte. Il a dit non et qu'il ne prévoyait pas de le faire de sitôt. Papa m'a dit que la fille de Brigitte l'avait appelé en pleurant et en le suppliant de pardonner à Brigitte. Mais il lui a dit que le pardon prendrait du temps et que Brigitte devait se concentrer sur ses conséquences légales pour le moment. La négociation de peine signifiait pas de procès, ce qui était un soulagement car aucun de nous ne voulait témoigner au tribunal. Mais cela signifiait aussi que Brigitte avait admis dans un cadre légal officiel qu'elle avait volé notre grand-mère. Cette admission semblait importante d'une manière ou d'une autre, comme si cela rendait tout réel et documenté au lieu d'être juste un drame familial. Le mariage de ma cousine était prévu pour la fin septembre et nous avons reçu l'invitation par la poste. Thomas l'a regardé et m'a demandé si je pensais que Brigitte serait là. J'ai appelé ma cousine directement et j'ai demandé. Elle m'a dit que Brigitte n'était pas invitée et ne participerait à aucun événement familial dans un avenir prévisible. Elle a dit que trop de gens étaient encore en colère et blessés par ce que Brigitte avait fait. Le mariage a eu lieu un samedi après-midi dans une salle de bal d'hôtel. Nous nous sommes bien habillés et avons emmené Léa dans une petite robe de demoiselle d'honneur même si elle n'était pas réellement dans le cortège. La cérémonie était belle et la réception avait de la bonne nourriture et de la musique. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point tout le monde semblait détendu. Habituellement, lors des rassemblements familiaux, il y avait cette tension sous-jacente. Les gens surveillaient ce qu'ils disaient et étaient prudents. Mais sans Brigitte pour semer la zizanie et faire des commentaires, tout le monde s'est simplement amusé. Plusieurs parents sont venus nous voir et ont dit à quel point c'était agréable de revoir Thomas à un événement familial. Une tante m'a dit qu'elle avait oublié à quel point ces rassemblements pouvaient être amusants sans drame. Thomas est en fait resté pour toute la réception. Il a dansé avec moi et avec Léa. Il a parlé à mes cousins et a ri des mauvaises blagues de mon oncle. Sur le chemin du retour, il a dit que c'était le premier événement familial depuis plus d'1 an où il n'avait pas passé tout le temps à vouloir partir tôt. Il a dit qu'il s'était réellement amusé et s'était souvenu pourquoi il aimait ma famille au départ. Léa a commencé à faire ses premiers vrais pas quelques semaines après le mariage. Elle se déplaçait le long des meubles depuis un moment. Mais un mardi, alors que ma mère était là, Léa a simplement lâché la table basse et a fait 5 pas vers les bras tendus de maman. Maman s'est mise à pleurer et m'a appelé pour que je vienne voir. Thomas est rentré du travail 20 minutes plus tard et maman a fait recommencer Léa. Thomas l'a soulevée et l'a fait tourner, complètement présent dans le moment sans aucune ombre de doute sur son visage.
Au cours des semaines suivantes, Léa a commencé à dire plus de mots aussi. Elle disait maman et papa depuis des mois, mais maintenant elle ajoutait plus de mots comme balle, chien et jus. Thomas était là pour tout, célébrant chaque nouveau mot et chaque pas chancelant. Un soir, je le regardais jouer avec Léa sur le sol du salon, la faisant rire en faisant semblant de lui voler son jouet et de le lui rendre. Son visage était complètement détendu et heureux. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point Brigitte avait réellement causé de dommages. Pendant des mois, Thomas avait regardé Léa avec cette tension dans son expression, ce point d'interrogation planant sur tout. Maintenant, c'était complètement parti, et il pouvait juste être son père sans tout ce poison dans sa tête. La différence était si nette que j'en ai presque pleuré. Ma relation avec Chloé s'était renforcée à travers tout cela. Elle m'appelait au moins une fois par semaine juste pour prendre des nouvelles, et nous avions commencé à nous voir pour déjeuner une semaine sur deux quand nos emplois du temps le permettaient. Un après-midi, nous nous sommes retrouvés dans une sandwicherie près de son travail. Après avoir commandé, Chloé m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi aux membres toxiques de sa propre famille. Elle a dit que voir ce qui s'était passé avec Brigitte lui avait fait réaliser qu'elle avait besoin de meilleures limites avec certains parents. Chloé a admis qu'elle avait un oncle qui faisait constamment des commentaires inappropriés lors des rassemblements familiaux et qu'elle en avait toujours ri pour maintenir la paix. Elle a dit qu'elle en avait fini avec cette approche et avait en fait repris son oncle lors d'un récent dîner de famille. J'ai demandé comment ça s'était passé et elle a dit que c'était inconfortable mais nécessaire. Chloé m'a dit que me voir tenir tête à Brigitte l'avait inspirée à arrêter de tolérer les mauvais comportements juste parce qu'ils venaient de la famille. Nous avons parlé de la difficulté de poser des limites avec les parents car il y a tellement de pression pour simplement s'entendre et ne pas faire de vagues. Elle a dit qu'elle était reconnaissante que notre amitié se soit développée à partir de tout ce gâchis, même si elle aurait préféré que cela ne nécessite pas une situation aussi terrible pour nous rapprocher. Un jeudi soir, Thomas m'a dit de libérer mon emploi du temps pour le week-end suivant. Il a dit qu'il avait prévu une escapade juste pour nous deux, et que ma mère avait déjà accepté de garder Léa. J'ai demandé où nous allions, mais il a dit que c'était une surprise. Vendredi après le travail, nous avons fait nos sacs pour la nuit et avons conduit 2 heures jusqu'à une chambre d'hôte dans la montagne. L'endroit était petit et calme avec une vue sur la vallée. Thomas a dit qu'il planifiait cela depuis des semaines parce que nous avions besoin de temps pour nous souvenir de qui nous étions en tant que couple, pas seulement en tant que parents défendant leur famille contre les attaques. Nous nous sommes enregistrés et sommes allés dîner dans un petit restaurant en ville. C'était étrange au début d'être sans Léa, comme si nous avions oublié comment être simplement Thomas et moi. Mais au moment du dessert, nous nous détendions vraiment et parlions de choses qui n'avaient rien à voir avec Brigitte, les drames familiaux ou les affaires judiciaires. Nous avons parlé d'endroits où nous voulions voyager un jour et de livres que nous voulions lire depuis longtemps. Nous nous sommes souvenus de blagues privées de quand nous avons commencé à sortir ensemble. Ce soir-là à la chambre d'hôte, nous sommes restés éveillés tard juste à parler d'une manière que nous n'avions pas faite depuis des années. Samedi matin, nous avons pris le petit déjeuner sur la terrasse puis nous sommes partis en randonnée sur l'un des sentiers près de l'auberge. Les feuilles d'automne changeaient de couleur et l'air était frais et clair. À mi-chemin de la randonnée, nous nous sommes assis sur un banc surplombant la vallée. Thomas a commencé à parler de son père et de la façon dont son père avait toujours évité les conflits quoi qu'il arrive. Il a dit qu'il avait eu peur de devenir ce genre de personne, quelqu'un qui reste silencieux pendant que de mauvaises choses se passent autour de lui. Thomas m'a dit qu'il avait l'impression d'être presque devenu son père pendant toute l'affaire Brigitte, se retirant simplement et espérant que ça passerait au lieu de se battre. Je lui ai parlé de mes propres peurs d'être écrasé comme ma mère l'était parfois dans les situations familiales. J'ai admis que j'avais toujours vu ma mère comme quelqu'un qui privilégiait la paix plutôt que de se défendre, et j'avais été terrifié à l'idée de devenir cette personne. Nous avons parlé de la façon dont nous étions tous les deux entrés dans ce mariage en portant les schémas et les peurs de nos parents. Thomas a dit que le conseil l'avait aidé à voir qu'il pouvait choisir d'être différent, qu'il n'était pas obligé de répéter les erreurs de son père. J'ai dit que j'avais appris que je pouvais poser des limites et me battre pour ma famille sans devenir amer ou cruel comme Brigitte. Nous sommes restés assis sur ce banc pendant plus d'1 heure, ayant la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Thomas m'a tenu la main et m'a dit qu'il avait parfois peur d'avoir trop endommagé notre mariage avec ses doutes. Je lui ai dit que j'avais peur aussi, mais je croyais que nous pouvions construire quelque chose de plus fort que ce que nous avions avant. Nous sommes retournés à l'auberge et avons passé le reste de la journée simplement à être ensemble sans aucun agenda ni pression. Dimanche matin, nous sommes rentrés à la maison, nous sentant plus connectés que nous ne l'avions été depuis des mois. Notre conseillère a souri quand nous lui avons parlé du week-end lors de notre prochaine session.
Elle a dit que nous avions fait le travail difficile de non seulement survivre à une crise, mais de l'utiliser pour construire quelque chose de plus fort que ce que nous avions auparavant. Thomas a tendu la main et a serré la mienne pendant cette session, et j'ai ressenti ce sentiment de soulagement que nous ayons réellement traversé le pire. 2 jours plus tard, une enveloppe d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas est arrivée. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée de Brigitte disant qu'elle voulait s'excuser et demandant si elle pouvait à nouveau faire partie de la vie de Léa. La lettre était formelle et prudente, probablement écrite par son avocat, et cela m'a retourné l'estomac juste de voir son nom. Thomas et moi l'avons apportée à notre prochain rendez-vous de conseil et avons passé toute l'heure à discuter de si nous étions prêts à même envisager de la laisser revenir. La conseillère nous a demandé de quoi nous avions besoin pour nous sentir en sécurité, et aucun de nous n'avait de bonne réponse car la vérité était que Brigitte avait brisé quelque chose qui ne pouvait pas être réparé avec une lettre. Thomas a dit qu'il ne lui faisait pas confiance et ne le ferait probablement jamais, et j'étais d'accord. Nous avons décidé ensemble que nous n'étions pas prêts pour un contact avec Brigitte et que nous ne le serions peut-être jamais, et c'était ok. Mon père m'a appelé la semaine suivante et m'a demandé si je voulais prendre un café. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit près de son bureau et il avait l'air fatigué d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi à sa relation avec Brigitte et à la façon dont elle était probablement endommagée au-delà de toute réparation. J'ai commencé à dire quelque chose sur le fait qu'il pourrait peut-être arranger les choses un jour, mais il m'a arrêté. Il a dit que protéger sa petite fille et soutenir sa fille comptait plus que de maintenir la paix familiale à tout prix. Il a dit qu'il avait passé trop d'années à trouver des excuses au comportement de Brigitte, et qu'il en avait fini avec ça. J'ai un peu pleuré là, dans le café, parce que je n'avais jamais entendu mon père parler comme ça auparavant. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'il était fier de moi pour avoir tenu tête à Brigitte, même si c'était difficile. 4 mois après la confrontation à l'occasion du premier anniversaire de Léa, Thomas et moi avons une autre dernière séance de conseil prévue. La conseillère a dit que nous pouvions toujours revenir si nous en avions besoin, mais que nous avions développé des outils de communication sains et reconstruit notre base de confiance. Elle a dit, la plupart des couples qui traversent ce que vous avez traversé soit se séparent, soit restent ensemble mais ne guérissent jamais vraiment, et vous avez fait le vrai travail de guérison. Thomas l'a remercié de nous avoir aidés à nous retrouver. Et je me suis senti reconnaissante que nous ayons été prêts à faire le travail difficile au lieu de simplement prétendre que tout allait bien. Nous avons commencé à planifier la fête du 2e anniversaire de Léa la semaine suivante. Et cette fois, nous avons été très prudents avec la liste des invités. Nous n'avons invité que les personnes qui nous avaient soutenus pendant la crise, ce qui la rendait plus petite que le désastre de l'année dernière, mais tellement meilleure. Mes parents venaient. La mère de Thomas, Hélène, venait. Antoine et sa nouvelle petite amie, Chloé et sa famille, et quelques autres parents qui nous avaient soutenus. Personne qui avait participé au pari de Brigitte n'a reçu d'invitation. Personne qui avait fait sentir à Thomas qu'il devait questionner sa propre fille n'a été invité. La fête allait juste être pour célébrer Léa avec des gens qu'il aimait vraiment. Le matin de la fête, Thomas m'a aidé à installer les décorations pendant que Léa jouait avec ses jouets dans le salon. Nous avons accroché des guirlandes et des ballons, et j'ai fait un gâteau avec un glaçage rouge pour assortir à ses beaux cheveux roux. Les gens ont commencé à arriver vers midi et la maison s'est remplie de chaleur et de rire d'une manière qu'elle ne l'avait pas fait l'année précédente. Tout le monde a apporté des cadeaux et des câlins et personne n'a fait une seule blague sur la paternité, la couleur des cheveux ou quoi que ce soit d'autre. Hélène a passé 20 minutes par terre à jouer au cube avec Léa et j'ai regardé Thomas les regarder avec cette expression paisible sur son visage. Environ 1 heure après le début de la fête, Thomas a tapé sur son verre avec une fourchette pour attirer l'attention de tout le monde. Il a porté un bref toast en remerciant tout le monde de nous avoir soutenus pendant une période difficile. Il n'a pas mentionné Brigitte par son nom, mais tout le monde a compris ce qu'il voulait dire, et plusieurs parents ont levé leur verre avec une émotion visible dans les yeux. Ma mère a essuyé des larmes, et mon père a mis son bras autour de ses épaules. Antoine s'est levé et a ajouté qu'il était reconnaissant de faire partie d'une famille qui savait se soutenir quand cela comptait vraiment. Puis c'était l'heure du gâteau, et nous avons amené Léa à sa chaise haute avec le gâteau au glaçage rouge devant elle. Elle l'a regardé pendant environ 2 secondes avant de plonger les 2 mains en plein milieu. Du glaçage rouge partout, sur son visage, ses cheveux et ses vêtements, et tout le monde a ri et a pris des photos. J'ai surpris Thomas la regardant avec une joie pure et aucun doute sur son visage. Et ce moment a été la vraie victoire. Pas la confrontation avec Brigitte, ni les conséquences légales, ni même le test ADN. Juste Thomas regardant notre fille couverte de gâteaux et ne voyant rien d'autre que de l'amour.
Ma mère m'a prise à part pendant que Thomas aidait Léa à se nettoyer. Elle m'a dit qu'elle était fière de la façon dont je m'étais battu pour ma famille. Elle a dit qu'elle avait pensé à des moments de sa propre vie où elle aurait dû être plus affirmée, et que je l'avais inspirée à y travailler. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit que cela signifiait beaucoup pour moi d'entendre ça. Antoine est venu avec une femme que je n'avais jamais rencontrée auparavant, et il l'a présentée comme sa petite amie, Julie. Il lui a dit que c'était sa nièce, Léa, la gamine la plus intelligente et la plus mignonne de toute la famille. Thomas a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a souri, et je savais qu'il l'avait entendu aussi. Après que tout le monde soit parti et que nous ayons dit au revoir, Thomas et moi avons nettoyé ensemble pendant que Léa faisait la sieste dans sa chambre. Nous avons ramassé le papier cadeau, rangé les restes de nourriture et essuyé le glaçage des murs. Thomas a dit que cet anniversaire était complètement différent de l'année dernière, et j'étais d'accord. Il m'a dit qu'il était reconnaissant que nous ayons traversé l'enfer ensemble parce que maintenant il savait que notre mariage pouvait survivre à tout. J'ai dit que je ressentais la même chose, et nous avons fini de nettoyer dans un silence confortable, simplement en étant ensemble dans notre maison avec notre fille, dormant en sécurité à proximité. Quelques semaines après la fête, la fille de Brigitte a appelé alors que je faisais la lessive. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur au début, mais elle a rappelé 2 fois, alors j'ai répondu. Elle a demandé si nous pouvions parler de laisser ses enfants passer du temps avec Léa, car elles étaient cousines et ne devraient pas être punies pour le comportement de leur grand-mère. Je lui ai dit que je comprenais d'où elle venait, mais que nous avions besoin de protéger notre paix en ce moment. Elle a demandé combien de temps cela pourrait prendre, et j'ai dit, honnêtement, je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Elle est restée silencieuse 1 minute, puis a dit qu'elle comprenait et espérait que nous pourrions y travailler un jour. Après avoir raccroché, je me suis senti coupable, mais aussi soulagé d'avoir maintenu la limite sans céder à la pression. Thomas est rentré du travail le mardi suivant avec un immense sourire sur son visage. Il a pris Léa et l'a fait tourner, puis m'a embrassé et a dit qu'il avait obtenu la promotion qu'il espérait. Son patron lui avait dit lors de l'entretien que ses compétences en communication s'étaient considérablement améliorées au cours des 6 derniers mois. Thomas a dit qu'il avait en fait mentionné le conseil à son patron de manière générale, parlant de la façon dont le travail sur le développement personnel l'avait aidé professionnellement. Ce soir-là, après que Léa soit allée au lit, Thomas m'a dit que tout le cauchemar avec Brigitte lui avait appris à se défendre dans tous les domaines de sa vie. Il a dit qu'il avait l'habitude d'éviter les conflits au travail aussi, tout comme il le faisait avec la famille. Mais le conseil lui avait montré comment être direct sans être agressif. Le dimanche suivant, nous avons essayé un groupe de parents à notre église que quelqu'un nous avait mentionné. Environ 8 couples étaient assis en cercle dans le sous-sol de l'église avec du café et des beignets. L'animateur a demandé à chacun de partager un défi familial qu'il traversait. Nous avons entendu parler de beaux-parents qui ignoraient les limites, de parents qui favorisaient certains petits-enfants, de frères et sœurs qui causaient des drames à chaque rassemblement. Quand ce fut notre tour, j'ai donné une version brève de ce qui s'était passé avec Brigitte sans utiliser son nom. 3 personnes différentes ont hoché la tête comme si elles avaient vécu quelque chose de similaire. Après la réunion, 2 couples sont venus nous parler davantage, et nous avons échangé nos numéros. Thomas a dit sur le chemin du retour que ça faisait du bien de savoir que nous n'étions pas les seuls à gérer des problèmes familiaux compliqués. Mes parents nous ont invités à dîner quelques jours plus tard. Papa a fait griller des hamburgers pendant que maman et moi préparions la salade et que Léa jouait dans leur jardin. Pendant le dîner, papa a parlé de Brigitte sans que j'aie à l'inciter. Il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi à la façon dont il avait géré les choses au fil des ans. Il m'a dit qu'il aurait aimé aborder le comportement de Brigitte il y a longtemps au lieu de rester silencieux et de le permettre. Maman était d'accord et a dit qu'elle ressentait la même chose, qu'ils avaient tous les deux choisi la paix plutôt que la protection. Je leur ai dit que je comprenais pourquoi ils l'avaient fait, que confronter la famille est difficile. Papa a dit que me voir tenir tête à Brigitte lui avait montré qu'il était possible de poser des limites sans se détruire dans le processus. La conversation était différente de nos habituelles discussions superficielles, plus honnête et réelle. Je suis tombé sur l'une des parentes qui avait participé au pari de Brigitte à l'épicerie la semaine suivante. Elle était dans le rayon des fruits et légumes et m'a vu avant que je ne la voie. Elle s'est approchée, l'air nerveuse, et a dit qu'elle espérait me parler. Elle s'est de nouveau excusée d'avoir participé au pari. Elle a dit qu'elle se sentait très mal à ce sujet. Cette fois, au lieu de m'en aller, j'ai vraiment écouté. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses et que j'espérais qu'elle avait appris quelque chose sur la façon dont les ragots qui semblent inoffensifs peuvent en fait détruire les gens.
Elle a hoché la tête et a dit que c'était définitivement le cas, qu'elle y avait pensé constamment. Nous avons parlé quelques minutes de plus, et ce n'était pas confortable, mais cela semblait nécessaire. Ce soir-là, Thomas et moi nettoyions après le dîner quand il a évoqué l'idée d'avoir un autre bébé. J'ai arrêté de charger le lave-vaisselle et je l'ai regardé. Il a dit qu'il y pensait depuis un moment et sentait que nous étions dans une bonne situation maintenant. Pour la première fois depuis la naissance de Léa, je n'étais pas immédiatement inquiète de la couleur des cheveux d'un autre bébé ou de ce que quelqu'un pourrait dire. J'ai dit ça à Thomas et il a souri. Il a dit qu'il espérait qu'ils auraient les cheveux roux aussi, juste pour marquer le coup. Nous avons tous les deux ri et convenu que nous commencerions à essayer dans quelques mois une fois que nous nous sentirions complètement prêts. Noël est arrivé et une carte est arrivée par la poste avec l'adresse de retour de Brigitte. Thomas l'a ramenée de la boîte aux lettres et nous l'avons tous les deux fixée sur le comptoir de la cuisine. Il m'a demandé si je voulais l'ouvrir et j'ai dit non. Nous en avions parlé en conseil, sur le fait que tout contact avec Brigitte devait se faire selon nos termes et notre calendrier, pas les siens. Nous n'étions pas encore prêts et ne le serions peut-être jamais. Thomas a mis la carte dans un tiroir sans l'ouvrir et nous avons continué notre journée. Hélène a commencé à venir tous les jeudis soirs pour garder Léa pendant que Thomas et moi allions dîner ou simplement faire une promenade. Elle arrivait avec de petits cadeaux pour Léa et passait des heures à jouer avec elle par terre. Un jeudi, elle est restée après notre retour et a demandé à me parler en privé. Nous nous sommes assises dans la cuisine pendant que Thomas donnait le bain à Léa. Hélène m'a dit qu'elle avait honte de la façon dont elle avait agi quand Brigitte a commencé à répandre des rumeurs. Elle a dit qu'elle était reconnaissante que je lui donne une autre chance de faire partie de la vie de Léa. Je lui ai dit que j'appréciais les excuses et que la voir avec Léa maintenant me montrait qu'elle avait vraiment changé. Notre anniversaire est tombé un samedi en janvier. Thomas avait prévu un bon dîner à la maison après que Léa se soit endormie. Il a cuisiné mon plat préféré et nous avons mangé à la lueur des bougies à notre table de salle à manger. Après le dessert, il a sorti une petite boîte emballée. À l'intérieur se trouvait un collier avec la pierre de naissance de Léa suspendue à une chaîne délicate. Il a dit que l'année écoulée lui avait appris que j'étais la personne la plus forte qu'il connaissait. Je lui ai dit que tenir tête à Brigitte avait été terrifiant. Mais savoir qu'il me soutenait avait rendu cela possible. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé après, nous tenant simplement la main et parlant du chemin que nous avions parcouru. Le week-end suivant, nous sommes allés au cimetière où ma grand-mère était enterrée. Il faisait froid et gris mais il ne pleuvait pas. Nous avons emmitouflé Léa dans son manteau d'hiver et avons traversé l'herbe jusqu'à la pierre tombale de grand-mère. Thomas tenait Léa pendant que je parlais à grand-mère de son arrière-petite-fille qui avait ses beaux cheveux roux. Léa a tendu la main et a touché la pierre froide avec sa petite main. Thomas a tenu mon autre main tout le temps, et j'ai senti que grand-mère serait fière de la façon dont nous avions protégé notre famille. Nous sommes restés quelques minutes de plus, puis sommes retournés à la voiture avec Léa entre nous. Chacun de nous tenant une de ses mains pendant qu'elle essayait de sauter par-dessus les flaques d'eau. 6 mois plus tard, mon père a appelé alors que je pliais le linge dans le salon. Il a dit que Brigitte déménageait dans un autre département pour vivre près de sa fille, et il pensait que c'était probablement pour le mieux. J'ai demandé s'il lui avait parlé, et il a dit non. Il l'avait appris par mon oncle. Papa a dit que les réunions de famille avaient été beaucoup plus saines sans elle et que tout le monde semblait plus détendu. Il m'a dit qu'il était fier de la façon dont Thomas et moi avions géré tout cela et que tenir tête à Brigitte était la bonne chose à faire même si c'était difficile. Je l'ai remercié et nous avons parlé quelques minutes de plus de Léa et du travail avant de raccrocher. Thomas est rentré ce soir-là et je lui ai parlé du déménagement de Brigitte. Il a hoché la tête lentement et a dit bien, que peut-être maintenant sa famille pourrait arrêter de marcher sur des œufs en se demandant si elle allait apparaître quelque part. Nous avons décidé de célébrer nos progrès en sortant ce week-end, juste nous deux. Hélène a accepté de garder Léa le samedi soir et nous sommes allés à notre restaurant préféré en centre-ville. Nous avons établi une règle avant même de nous asseoir, nous ne parlerions pas de Brigitte ou de tout autre drame familial. Thomas a commandé du vin et nous avons passé tout le dîner à rire de choses stupides comme le type bizarre à son bureau qui fait réchauffer du poisson au micro-ondes tous les jours et la fois où j'ai accidentellement teint mes cheveux en orange à l'université. Il m'a parlé de son envie d'emmener Léa camper l'été prochain et je lui ai rappelé la fois où il s'est perdu sur un sentier balisé pendant 3 heures. Nous nous sommes tenus la main par-dessus la table et j'ai eu l'impression que nous étions de nouveau en rendez-vous au lieu de simplement survivre ensemble. Sur le chemin du retour, Thomas a dit qu'il sentait que nous avions enfin dépassé le mode survie pour vraiment nous épanouir, et j'étais entièrement d'accord. Le mardi suivant, je préparais le déjeuner quand mon téléphone a vibré avec un texto de Chloé.
Elle avait envoyé une photo de Léa jouant avec ses enfants lors d'un pique-nique familial que j'avais manqué à cause du travail. Léa riait dans l'herbe avec ses cheveux roux éclatants captant la lumière du soleil. Et la légende de Chloé disait « Regarde ce bel ange aux cheveux roux ». J'ai fixé ce message pendant un long moment car c'était une chose si simple, mais cela signifiait tout. 1 an plus tôt, les gens se demandaient si Léa était même l'enfant de Thomas. Et maintenant, tout le monde célébrait exactement qui elle était. J'ai enregistré la photo et je l'ai montrée à Thomas quand il est rentré. Ce soir-là après le dîner, je berçais Léa dans sa chambre pendant qu'elle luttait contre le sommeil comme elle le faisait toujours. J'ai regardé ses boucles rousses collées à son front et j'ai pensé à la façon dont tout ce cauchemar avait en fait rapproché Thomas et moi. Nous avions appris à protéger notre famille avec acharnement et à nous opposer aux personnes qui essayaient de nous faire du mal. Nous étions vraiment heureux maintenant, d'une manière qui semblait solide et réelle. Notre mariage était plus fort qu'il ne l'avait jamais été parce que nous avions été mis à l'épreuve et en étions sortis ensemble. Léa grandissait entourée de personnes qui l'aimaient inconditionnellement pour exactement qui elle était. J'ai embrassé son front alors que ses yeux se fermaient enfin et j'ai réalisé que parfois le meilleur résultat n'est pas une justice parfaite ou des fins de contes de fées. Parfois, c'est juste la paix, la guérison et une famille qui a appris à rester unie contre la toxicité.